Mon père a dit, je sais que tu as remboursé l'hypothèque de 680 000 $. Mais nous offrons la maison à ton frère comme cadeau de fin d'études. Puis il a dit, et tu ne es pas invité à la fête. Je me suis juste tourné vers mon oncle et j'ai demandé, tu veux leur dire, où je le fais? 3 jours plus tard, le grand jour de mon frère s'est transformé en. Je m'appelle Riley Dawson. J'ai 34 ans et je vis dans un petit appartement, non loin de la maison où j'ai grandi. Pendant 5 ans, j'ai investi presque chaque dollar que j'avais de côté pour rembourser une seule chose, le prêt hypothécaire de 680 000 $ sur la maison de mes parents. J'ai toujours pensé que, lorsque le dernier paiement serait effectué, il y aurait ce moment spécial. Peut-être un simple dîner. Peut-être mon père me disant qu'il était fier de moi, pour avoir empêché la banque de saisir la maison. Au lieu de cela, j'ai reçu un coup de téléphone. Il n'a même pas pris la peine de faire la conversation. Je sais que tu as remboursé l'hypothèque, a dit mon père. La totalité, mais nous offrons la maison à ton frère comme cadeau de fin d'études. Je me souviens avoir fixé le mur, le téléphone pressé contre mon oreille, en pensant que j'avais du mal comprendre. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a continué, et tu n'es pas invité à la fête. Je ne veux pas que tu viennes gâcher son grand jour avec ton attitude. Ma bouche est devenue sèche. Mon frère s'était laissé porter tout au long de ses études, tandis que je faisais des doubles quarts pour que cette maison reste debout. Et maintenant, c'était moi le problème. J'ai demandé à mon père s'il était sérieux. Il m'a dit d'arrêter de tout ramener à l'argent. Il a dit que la famille devrait être heureuse les uns pour les autres. Puis, il a raccroché. Je suis resté assise là, à écouter la tonalité, jusqu'à ce que je me tourne finalement vers la seule personne qui connaissait la vérité sur ces paiements et que je demande, tu veux leur dire, où est-ce que je le fais? 3 jours plus tard, le grand jour de mon frère ne ressemblait plus du tout à une célébration. Avant de vous raconter comment tout s'est effondré lors de cette fête, faites-moi une faveur. Si vous vous êtes déjà senti comme la personne invisible au sein de votre propre famille, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Votre soutien aide plus de gens à entendre ce qui se passe vraiment, lorsque l'enfant responsable arrête enfin de se taire. Il fut un temps où une telle nouvelle m'aurait frappé tout aussi durement, et j'aurais quand même ravalé ma fierté, souri, et insisté sur le fait que j'allais bien. Ce réflexe n'est pas apparu du jour au lendemain. J'ai grandi dans une maison à 2 étages, dans une rue calme de Rochester, New York. C'était la seule constante dans tous mes souvenirs. Elle n'avait rien de spécial pour les autres, mais c'était la toile de fond de chaque anniversaire, de chaque porte claquée, de chaque discussion tardive. Mon père, Gregory Dawson, liait sa fierté à ce toit. Il tenait un petit atelier de réparation automobile à la périphérie de la ville, et aimait se voir comme l'homme qui permettait aux autres familles de continuer à avancer. À la maison cependant, la plupart de son attention ne coulait que dans une seule direction. Mon jeune frère, Dylan Dawson, était l'avenir dont il parlait. Même lorsque cet avenir n'était qu'une maison usée et une entreprise qui restait à peine à flot, ma mère, Angela Dawson, naviguait entre nous, cuisinant, payant les petites factures, et apaisant les choses lorsque les esprits s'échauffaient. Avec moi, elle supposait que je me débrouillerais. Avec Dylan, elle supposait que le monde lui ferait de la place. Dès le début de mon adolescence, j'avais appris à ne pas demander. S'il y avait de l'argent pour un voyage scolaire, il allait à mon frère. S'il y avait une nouvelle veste, il l'avait en premier. Ils me traitaient simplement comme si je n'avais besoin de rien de leur part, et je me suis adapté. J'ai étudié, j'ai pris tous les petits boulots que je pouvais trouver, et je me suis concentré sur la construction d'une vie qui ne dépendait pas de mes parents. Quand je suis parti pour l'université, puis pour le travail, ce schéma s'est durci. J'ai pris tous les emplois que je pouvais obtenir, puis j'ai finalement décroché un poste qui payait assez pour me laisser respirer. J'ai loué de petits endroits, conduit des voitures d'occasion, cuisiné à la maison, et je me suis dit que l'indépendance valait plus que toute l'aide que ma famille aurait pu m'offrir. De retour à Rochester, l'atelier de mon père a commencé à avoir des difficultés. Les affaires ont ralenti. Une réparation coûteuse sur son propre équipement a anéanti un mois de bénéfices. Un hiver rigoureux a poussé les clients à retarder tout ce qui n'était pas urgent. Le remboursement de l'hypothèque a pris du retard. Les frais de retard se sont accumulés. Mes parents ne m'ont jamais assise pour m'expliquer, mais la tension s'insinuait dans leur voix chaque fois que j'appelais. Lors d'une visite à la maison, j'ai ouvert le mauvais tiroir dans la cuisine et j'ai trouvé une épaisse pile d'enveloppes, avec le logo de la banque en haut. Aucune d'elles n'avait été ouverte.
Debout là, avec ses lettres dans les mains, j'ai compris à quel point ils étaient proches de perdre le seul endroit stable que nous ayons jamais eu. Je savais aussi à quel point il serait facile de fermer le tiroir, de retourner à mon appartement, et de les laisser affronter ce qui allait arriver. Au lieu de cela, je suis allé dans mon ancienne chambre, je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai fait le calcul. Je savais ce que je gagnais et ce que je pouvais réduire. Il était évident que, si je versais une énorme partie de chaque salaire dans ce prêt, ma propre vie ralentirait. Les promotions et les augmentations iraient dans la maison de quelqu'un d'autre, au lieu de mon épargne. Les voyages et les petits luxes appartiendraient à d'autres personnes. Je les choisis quand même. Les paiements ont commencé discrètement. Chaque mois, l'argent quittait mon compte et grignotait un solde qui ne portait pas mon nom en haut de la page. Mon père parlait davantage du fait de s'accrocher à la maison familiale, présentant cela comme sa détermination, son sacrifice. Ma mère me remerciait par de petites attentions privées, un repas quand je visitais, un message disant qu'elle m'aimait, mais elle ne l'a jamais poussé à admettre ce que je faisais réellement. Lorsque les choses sont devenues particulièrement instables, un parent est intervenu pour s'assurer qu'une mauvaise année n'effacerait pas tout. Mon oncle, Édouard Lannes, a aidé mes parents à signer une série de papiers, qui liaient la maison et le prêt à un arrangement plus protégé, tant que les paiements continuaient d'affluer. Mon nom est apparu dans ces pages, lié à des responsabilités que je portais déjà, et à des droits auxquels je pensais à peine. Je me disais que c'était suffisant de savoir que mes parents pouvaient dormir sans se demander si une lettre dans la boîte aux lettres allait leur enlever leur maison. Pendant longtemps, j'ai cru que les jours après avoir commencé à envoyer ces gros paiements se fondaient dans une routine étroite. Travail, factures, virements, et puis une petite vague de soulagement chaque fois que je voyais le solde de l'hypothèque diminuer. Je n'arrêtais pas de me dire qu'une fois la dette partie, les choses entre moi et mes parents sembleraient enfin plus proches du respect que de l'obligation. De mon appartement, je regardais Rochester traverser ses saisons. La neige se transformait en gadoue. Les arbres devant ma fenêtre brûlaient d'orange et de rouge avant de se dénuder à nouveau. Chaque changement à l'extérieur correspondait à un autre relevé classé dans une boîte sous mon lit. La preuve que je soutenais toujours une maison dans laquelle je ne vivais pas. Le week-end, je retournais dans l'ancienne rue. Rien en surface ne semblait différent. Le revêtement avait toujours besoin de peinture. La marche avant grinçait toujours. À l'intérieur cependant, je sentais le fossé s'élargir. Mon père parlait davantage de la dureté de son combat pour garder l'endroit, de combien il avait sacrifié, de sa fierté que la maison familiale soit toujours à notre nom. Mon rôle restait tacite, rangé dans le même tiroir où il gardait les lettres de la banque. Lorsque la dernière année d'université de Dylan a commencé, tout dans cette maison a basculé vers lui. Les appels téléphoniques tournaient autour de ses cours et de ses projets. Ma mère a demandé si je pouvais venir à sa remise de diplôme, car elle voulait des photos avec ses 2 enfants. Mon père a prévu une fête et l'a appelé le nouveau départ dont la famille avait besoin. À ce moment-là, l'hypothèque était presque partie. Je savais combien de paiements il restait, et je pouvais déjà imaginer le moment où le dernier serait réglé. Dans ma tête, c'était simple. Nous nous réunirions dans la cuisine. Mes parents ouvriraient la lettre de la banque, et nous partagerions tous les 3 la même compréhension de ce qui avait été sauvé, et de qui l'avait sauvé. Je ne m'attendais pas à un discours. J'espérais de l'honnêteté. La réalité qui a suivi ne ressemblait en rien à cela. Il n'y a pas eu de scène dans la cuisine, pas de soulagement partagé. Il n'y avait que le fait brut que le prêt était enfin remboursé, et le sentiment que mes parents avaient planifié une célébration qui ne m'incluait pas, dans une maison que j'avais tirée du bord du gouffre. L'idée que quelque chose clochait profondément s'est installée dans ma poitrine. Il aurait été facile de me dire que je réagissais de manière excessive, que je devrais être reconnaissante qu'ils aient gardé la maison, peu importe comment ils présentaient les choses. C'était l'histoire que je me répétais depuis des années, mais elle sonnait différemment maintenant, comme un scénario que quelqu'un d'autre avait écrit pour moi. J'ai sorti le dossier contenant les documents du trust de mon placard, et je les ai lus correctement. Mon nom figurait sur ces pages, lié non seulement à la responsabilité, mais aussi au contrôle futur de la propriété. La maison n'était pas un vague héritage familial. Elle était liée à des accords et des conditions que mon père avait acceptés lorsqu'il était désespéré. Cette prise de conscience m'a ramené à mon oncle Édouard Lannes. Il avait poussé mes parents à protéger la maison lorsque les choses étaient au pire. La seule personne qui avait insisté sur le fait que, si je devais porter ce fardeau, cela devait être reconnu. Assis en face de lui à nouveau, j'ai compris qu'il avait toujours supposé que je savais combien de pouvoir ces papiers me donnaient.
J'ai quitté cette réunion avec une image plus nette que je n'en avais jamais eue. La maison que je payais n'était pas un prix que mon père pouvait remettre à mon frère, simplement parce que cela convenait à l'histoire qu'il voulait raconter. C'était un actif ancré dans mes choix, mes sacrifices, et mon nom. Pour la première fois, j'ai arrêté de planifier comment maintenir la paix, et j'ai commencé à considérer ce que cela signifierait d'arrêter de laisser les autres m'effacer. Le week-end de la remise des diplômes est arrivé, ressemblant moins à une étape importante pour mon frère, et plus à un test pour voir jusqu'à quel point je pouvais être effacé de mon propre travail. Ce vendredi soir-là, j'ai tourné dans la rue de mes parents et j'ai vu des voitures garées le long du trottoir, le porche enveloppé de guirlandes lumineuses, une bannière avec le nom de mon frère au-dessus de la porte d'entrée. De l'extérieur, la maison ressemblait à une belle histoire de sacrifice récompensé. À l'intérieur, le son m'a frappé en premier. Les parents remplissaient les pièces avec des assiettes en carton et des gobelets en plastique, les conversations s'empilant les unes sur les autres. Quelques-uns m'ont prise dans leurs bras en passant, surpris que je sois venu, mais leur attention s'est détournée presque immédiatement. Leurs questions et leurs éloges coulaient vers mon frère sans ralentir. Alors que je me déplaçais en marge, des fragments de conversation continuaient de m'atteindre. Les gens discutaient de l'endroit où il pourrait travailler, de comment il installerait son logement, de ce qu'il devrait faire de la cour une fois qu'il aurait emménagé. La maison que je finançais mois après mois avait déjà été remodelée comme étant son point de départ. Personne ne remettait en question cette prémisse. Ils répétaient simplement la version que mes parents leur avaient offerte. Mon père dérivait à travers la foule, racontant un récit peaufiné des dernières années. Dans son histoire, c'était lui qui avait maintenu la famille et la maison ensemble, lui qui avait traversé les mois difficiles par pure détermination. Ma mère restait proche, remplissant les verres, hochant la tête au bon moment, gardant l'attention là où il le voulait. Ni l'un ni l'autre ne mentionnait les virements qui avaient effacé la dette. À travers la pièce, mon oncle Édouard observait avec un calme et une stabilité imperturbables. Il savait exactement ce que les documents dans notre dossier disaient sur qui avait porté l'hypothèque, et comment la propriété était structurée. Maintenant, il savait aussi que mon père n'avait aucune intention de partager ce détail avec qui que ce soit ce soir. Finalement, mon père a appelé tout le monde dans le salon. Les gens se sont serrés sur le canapé et se sont alignés contre les murs. Il s'est tenu près de la vieille cheminée et a parlé de la maison comme du cœur de la famille Dawson, de la traversée des années difficiles, et de sa conviction que son fils porterait les choses vers l'avant. Puis, il a prononcé la phrase que j'attendais d'entendre à haute voix. La maison servirait de cadeau de fin d'études à mon frère, la fondation de son avenir. Entendre cela déclarer devant une salle pleine de parents a transformé le coup de téléphone en quelque chose de plus lourd. Ce n'était plus seulement une insulte privée. C'était une invitation pour toutes les personnes présentes à convenir que ma part ne comptait pas. Édouard est intervenu avant que cette version de l'histoire ne puisse s'installer. Dans un langage calme et clair, il a rappelé à mon père que la maison n'était pas un héritage qui pouvait changer de main avec un toast. Il a mentionné le trust qu'ils avaient mis en place lorsque les lettres de la banque s'empilaient, la structure qui existait parce que quelqu'un d'autre avait pris en charge les paiements. Il n'a pas utilisé mon nom, mais la connexion était assez nette pour que plusieurs regards se tournent vers moi. L'ambiance a changé de manière subtile mais perceptible. Les applaudissements que mon père semblait attendre ne sont jamais vraiment arrivés. Les gens ont commencé à s'éclipser plutôt qu'ils ne l'auraient fait autrement. Il a balayé le rappel d'Édouard comme un point technique, a insisté sur le fait que tout le monde savait ce qu'il voulait dire, et a laissé la soirée se terminer. Je suis rentré à mon appartement avec un type de clarté différent. Tant que je laissais mon histoire entre leurs mains, mon travail resterait à l'arrière-plan. Si une ligne devait être tracée, elle devrait venir de moi. Quelques jours plus tard, je suis retourné à la maison, seul. La bannière et les lumières avaient disparu. La rue avait retrouvé son calme habituel. J'ai monté les marches du perron, glissé ma clé dans la serrure, et je l'ai senti bloqué à mi-chemin. Le mécanisme avait été changé. Cette petite résistance disait ce que personne dans ma famille n'osait me dire en face. Quand la porte s'est ouverte, une étroite fissure est apparue et mon frère s'est montré, avec des cartons de déménagement derrière lui. Il n'a pas eu besoin de faire un discours. La façon dont il restait à moitié à l'intérieur, la façon dont ses yeux passaient de ma clé inutile à mon expression, portait le message assez clairement. Peu importe ce que cet endroit signifiait maintenant, cela ne m'incluait pas. La porte s'est refermée avec un clic. Je suis resté sur le porche avec une clé qui ne fonctionnait plus, et j'ai compris que mon prochain mouvement ne serait pas un autre compromis. Ce serait le début d'une limite que ma famille n'avait jamais imaginé voir.
Le silence après cette porte verrouillée est rentré avec moi et a refusé de bouger. Cela ne ressemblait plus à de la confusion. Cela ressemblait à une décision que ma famille avait prise, et je la voyais enfin sans excuse. La clé inutile trônait au milieu de ma table basse. Maintenant, ce n'était plus que du métal, un rappel de la part de ma vie que j'avais versée dans une maison où je ne pouvais même pas entrer. J'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le porche, la nouvelle serrure, mon frère remplissant l'encadrement de la porte comme si cet espace lui avait toujours appartenu. L'histoire chaleureuse que je m'étais répétée, sur le fait de faire la bonne chose pour mes parents, semblait mince et fatiguée. Le matin, j'ai sorti la boîte de rangement de sous mon lit et je l'ai portée à la table de la cuisine. Je l'ai vidée jusqu'à ce que la surface disparaisse sous le papier, relevé, courriel, copie des avis d'hypothèque, toutes les preuves que je n'avais rien imaginé de tout cela. Chaque page marquait un moment où j'avais choisi leur stabilité plutôt que la mienne. J'ai ajouté les documents du trust que mon oncle les avait poussés à signer. Je les ai lus lentement, comme un contrat au lieu d'une faveur. Mon nom était tissé à travers les clauses, liées non seulement à la responsabilité, mais au contrôle futur. La maison n'était pas simplement un symbole familial sentimental. Elle était liée par écrit à l'argent que j'avais déjà dépensé. Pour la première fois, j'ai traité la situation comme un travail. J'ai listé ce que je ne pouvais pas changer et ce que je contrôlais réellement. Je ne pouvais pas rendre mes parents justes. Je ne pouvais pas rendre mon frère reconnaissant. Je pouvais décider où allait mon argent, et comment mon nom apparaissait sur tout ce qui était lié à cette propriété. Cette liste m'a conduite à l'avocat Patrick O'Neill. J'ai apporté les dossiers, je les ai posés sur son bureau, et j'ai exposé la séquence des événements sans l'adoucir. Il a suivi la trace écrite au lieu du drame familial, pointant des sections qui me permettaient de bloquer les transferts, de geler les tentatives de déplacer la propriété sans moi, et d'insister pour que toute décision formelle concernant la maison m'implique. Entendre cela formulé dans un langage neutre a balayé le dernier doute que je portais. Sur le papier, je n'étais pas une fille émotive réagissant de manière excessive à une fête. J'étais la personne qui avait effacé une énorme dette, et la principale bénéficiaire des garanties que mes parents avaient acceptées lorsqu'ils avaient besoin d'aide. J'ai appelé ma cousine, Nenalan, qui travaillait avec des dossiers financiers et en savait plus sur les propriétés compliquées qu'elle ne l'aurait jamais voulu. Elle a confirmé que mon père avait déjà commencé à pousser la maison vers mon frère, et qu'il s'était heurté à des questions à cause du trust. Ce n'était pas de la confusion de sa part. C'était un risque calculé, basé sur la conviction que je resterais silencieuse. Plus tard, je suis passé chez notre ancienne voisine, Martha Reed, juste en face de chez mes parents. Elle avait observé notre famille assez longtemps pour remarquer quand quelque chose de sérieux changeait derrière la version polie. Elle comprenait que des enveloppes officielles ou des voitures inconnues pourraient commencer à apparaître, et que ces détails compteraient. Ce soir-là, j'ai rassemblé les papiers en piles nettes, je les ai glissés dans leur dossier, et je les ai mis sur l'étagère où je pouvais les atteindre facilement. Ils ne ressemblaient plus à de vieux registres. Ils ressemblaient à des outils. J'avais fini d'attendre que mes parents décident soudainement d'être justes. Ce qui se passerait ensuite ne dépendrait pas de leur bonne volonté. Cela dépendrait de jusqu'où j'étais prête à aller pour protéger la partie de cette histoire qui m'appartenait réellement. Au moment où ma famille élargie s'est réunie près de l'eau pour notre barbecue habituel d'été, la maison avait cessé de ressembler à une toile de fond, et commençait à ressembler à une ligne derrière laquelle quelqu'un essayait de me pousser. Le parc se trouvait non loin du lac Ontario. Des chaises pliantes encerclaient les barbecues, les enfants couraient entre les glacières, et les parents échangeaient les mêmes salutations qu'ils utilisaient chaque année. En surface, c'était juste un autre rassemblement des Dawson. Cette fois, presque toutes les conversations penchaient vers mon frère. Les gens lui posaient des questions sur ses entretiens d'embauche, ses appartements, ses projets pour les prochaines années. La maison apparaissait dans ces discussions comme un prix, attendant à la fin d'un jeu auquel il avait à peine joué. J'écoutais mon père répéter la version qu'il préférait. Dans cette version, il avait surmonté la tension, maintenu le prêt à jour par sa seule volonté, et avait maintenant la satisfaction de voir son fils entrer dans un avenir sûr. Lorsque les parents demandaient comment ils avaient réussi à garder l'endroit, il parlait de se serrer la ceinture et de croire que les choses tourneraient. Mon nom ne s'intégrait nulle part dans ce récit, alors il l'a laissé de côté. Ma mère restait près de lui, remplissant les assiettes et ajoutant de petits commentaires qui renforçaient l'image. Elle disait à quel point elle était excitée de voir mon frère s'installer dans la maison, comment cela signifiait que le foyer resterait dans des mains familières. Pour quiconque écoutait,
cela ressemblait à une décision simple et sentimentale. Les accords et les années de paiement restaient enterrés. Je n'étais pas venu les mains vides. Un dossier mince reposait dans mon sac, le même qui avait trôné sur ma table de cuisine pendant que je triais chaque relevé et chaque clause. Je n'avais pas l'intention de l'agiter partout, mais je n'avais pas non plus l'intention de laisser l'histoire de mon père se durcir en fait établie, sans aucune résistance. Lorsqu'un groupe de parents s'est assis à l'une des tables de pique-nique, et que la conversation a glissé vers la maison à nouveau, j'ai senti un choix apparaître. Je pouvais laisser passer l'histoire, hocher la tête, et regarder le mensonge s'installer, ou je pouvais introduire quelque chose qui ne le laisserait pas s'asseoir confortablement. J'ai sorti le dossier, je l'ai ouvert à une page qui portait mon nom à côté des termes du trust, et je l'ai posé sur la table. J'ai regardé les yeux passer du papier à mon père, puis revenir à moi. Dans ce petit cercle, l'idée que la maison avait été un simple cadeau a commencé à se dissoudre. Des questions ont suivi, assez pour perturber le scénario lisse que mes parents avaient préparé. Les parents qui avaient supposé que l'histoire était simple ont commencé à réaliser qu'il manquait des morceaux. Mon père a essayé de balayer cela comme des petits caractères juridiques. Ma mère a essayé de ramener la conversation vers des sujets plus légers. L'ambiance n'est jamais tout à fait revenue à la chaleur qu'il voulait. Le barbecue a continué, mais quelque chose en dessous a changé. Quelques cousins m'ont pris à part plus tard, et de courts messages sont apparus sur mon téléphone ce soir-là. Les gens qui avaient accepté la version de mon père par défaut comprenaient maintenant qu'il y avait plus que ça, même s'ils ne le disaient pas directement. Un jour ou deux plus tard, mon frère a posté une courte vidéo. Dans celle-ci, il se tenait devant la maison, faisant un geste vers le porche et les fenêtres comme s'il dévoilait un projet fini. La légende présentait cela comme le début de sa vie là-bas, et un symbole de la fierté de nos parents. Les commentaires affluaient d'amis et de la famille, pleins de félicitations et de projets de visite. En regardant cela depuis mon appartement, j'ai vu une revendication publique d'un endroit qui m'avait déjà coûté plus que ce que la plupart d'entre eux ne sauraient jamais. Ma part dans cette histoire s'évanouissait avec chaque réaction. Je n'ai pas répondu. Je n'ai corrigé personne. J'ai fermé l'application, regardé les dossiers alignés sur mon étagère, et laissé le silence dans mon appartement confirmer que j'avais fini de jouer le jeu. Dans les jours précédant la célébration de mon frère, mon emploi du temps est resté le même, mais ma concentration a changé. J'ai cessé d'espérer des excuses de dernière minute, et j'ai commencé à traiter tout ce qui m'attendait comme la suite logique de décisions que j'avais déjà prises. Les dossiers sur mon étagère n'étaient plus un encombrement en arrière-plan. Ils étaient la limite que j'avais l'intention de tenir. Le matin de son grand jour, ma cousine Nona a confirmé que les documents préparés par Patrick étaient actifs dans tous les systèmes qui comptaient. Mes années de paiement, mon nom, et le trust que mon oncle Édouard avait aidé à créer étaient maintenant enregistrés dans des endroits que mes parents ne pouvaient pas réécrire avec une histoire. Pour la première fois, la version des événements que j'avais vécus se tenait à côté de la leur, dans quelque chose de plus permanent que la mémoire. Plus tard dans la matinée, des fonctionnaires de la ville ont monté les marches de la maison que j'avais financée. Martha les observait de l'autre côté de la rue. Mes parents ont ouvert la porte en attendant les premiers invités, et ont reçu à la place un avis formel indiquant que la propriété était en cours d'examen. La maison ne pouvait pas être remise comme un simple cadeau tant que le trust existait et qu'un litige était en cours. Les gens sur le porche ne savaient rien du favoritisme ou des discours de famille. Ils voyaient une trace documentaire et des obligations qui ne pouvaient être ignorées. Martha m'a dit que l'assurance de mon père s'était effondrée d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Pendant des années, il avait supposé que sa version des événements était la seule qui compterait jamais. Les enveloppes laissées dans son entrée disaient le contraire. Vers midi, une dépanneuse est arrivée pour la voiture de mon frère. Le bail qu'il avait traité comme un symbole de son avenir sans encombre était en retard de paiement, et il ne restait plus personne pour couvrir discrètement le déficit. Les premiers invités ont regardé dans un silence gêné pendant que la voiture était tirée de l'allée et emmenée. Pour une fois, le coup de ses choix atterrissait là où il devait, au lieu de rouler vers moi. Cet après-midi-là, je suis retourné dans l'ancienne rue. Patrick m'a rencontré avec une mince pile de documents. Mon oncle Édouard s'est joint à nous avec le dossier qui liait la maison à l'accord qu'il avait imposé lorsque mes parents étaient désespérés. En remontant l'allée entre eux, je me sentais nerveuse, mais je me sentais aussi aboutie. Je n'étais pas là pour demander une place. J'étais là pour faire respecter celle que je tenais déjà. Mes parents ont répondu à la porte avec mon frère derrière eux. Patrick a exposé le présent dans un langage calme et clair. Le trust serait appliqué.
La maison ne pouvait pas être traitée comme un cadeau personnel pour mon frère tant que le litige restait ouvert. Tout changement de contrôle nécessiterait désormais mon consentement. Un court délai leur a été accordé pour retirer leurs affaires, tandis qu'un serrurier changeait les verrous. Où ils allaient ensuite serait leur responsabilité, pas la mienne. Dans les semaines qui ont suivi, ils se sont adaptés à des circonstances qui correspondaient enfin à leur choix. Mon père et ma mère ont emménagé dans une location modeste de l'autre côté de la ville. Mon frère a partagé un appartement avec des gens qui le jugeaient sur ce qu'il faisait chaque jour, et non sur les promesses que mes parents faisaient sur son potentiel. La maison est restée là où elle avait toujours été, mais elle ne servait plus d'accessoire dans une histoire que j'étais censé applaudir. J'ai terminé les réparations, rencontré Patrick et Édouard, et décidé comment utiliser la propriété en posant une question que j'avais ignorée pendant des années, qu'est-ce qui servirait le mieux ma vie? La réponse était simple et pratique. La maison est devenue un actif lié à mon travail et à mon nom, et non un hôtel dédié à une version de la famille qui ne fonctionnait que si je restais petite. Une fois ces décisions en marche, je me suis retiré du reste. Les appels sont restés sans réponse. Les messages qui tentaient de me peindre comme cruelle ou ingrate sont restés non ouverts. J'ai dit aux parents que j'avais fini de subir un procès dans des conversations où le verdict avait déjà été écrit. La distance semblait étrange au début, mais c'était la chose la plus honnête que j'ai jamais faite avec eux. En regardant en arrière, le tournant n'a pas été un simple avis ou le bruit d'une dépanneuse. C'était le moment où j'ai arrêté de me porter volontaire pour disparaître, afin que tout le monde puisse rester à l'aise. Rembourser cette hypothèque m'a montré avec quelle facilité l'amour peut être utilisé pour excuser le fait de prendre. Prendre le contrôle de ce que j'ai construit m'a montré que l'amour sans respect n'est pas une dette que je dois à qui que ce soit, même si nous partageons un toit ou un nom de famille. S'il y a une chose que je veux que quelqu'un qui m'écoute retienne, c'est ceci, se choisir soi-même n'est pas faire du mal. Parfois, c'est la première chose véridique que vous faites, à la fois pour votre famille et pour vous-même.